Cette année, la FEMED sonne l'alarme sur la situation en Syrie, en Libye, en Irak, en Égypte, mais également en Turquie. En effet, en novembre 2016, un décret turc a été publié déclarant la fermeture de 375 associations travaillant sur les droits de l'homme, dont 2 associations membres de la FEMED. Les défenseurs des droits de l'homme sont directement visés, comme le montre l'arrestation de certains responsables d'associations. La lutte contre l'impunité doit rester une priorité. Pour commémorer la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, célébrée le 30 août de chaque année, la FEMED et plusieurs autres associations luttant contre les disparitions forcées partout dans le monde ont organisé une conférence et un rassemblement public à Paris. Ce n'est qu'ensemble qu'on l'on mettra fin à cette pratique inhumaine, dit le communiqué publié par la FEMED. Sans trop tarder, je vous invite, amis auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, à suivre un extrait de la conférence débat organisée à cet effet dans les locaux d'Amnesty International France. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Commémorer cette journée internationale des victimes de la disparition forcée. La Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, avec Amnesty et des associations d'Amérique latine et du Maghreb, ont tenu à organiser cette journée pour justement parler d'un des problèmes qui se posent de plus en plus. Avec la Convention, on avait dit, qui a été ratifiée par un certain nombre de pays, la Convention contre les disparitions forcées, on s'est dit qu'on a fait des avancées. Malheureusement, ces dernières années, le phénomène de la disparition a connu une portée beaucoup plus importante au niveau aussi bien donc de Libye, Algérie, Irak. C'est par des milliers de cas qu'on a de disparus actuellement. Aujourd'hui, parmi nous, donc lors de cette conférence, Son Excellence François Croquette, ambassadeur pour les droits de l'homme, Madame Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International, Monsieur Manuel Deco, ancien président du comité des disparitions forcées des Nations Unies, ça c'est les anciens, Nasser Aditour, président du CFDA et de la FEMED, Alicia Bonnet-Kruger du collectif argentin pour la mémoire, Tahar Mokhtar, militant des droits de l'homme égyptien, et mademoiselle Sofia du collectif Paris, Ayotzi Napa. Donc il y aura, lors de cette soirée, malheureusement qui est courte, parce qu'on est amené à quitter les lieux vers 10h, 3 parties. Une première partie, c'est les intervenants qui sont autour de la table. Ensuite, il y aura des projections sur les disparitions forcées, donc aussi bien sur les questions qu'on va traiter, et une troisième partie qui sera des témoignages des associations qui vivent le jour au jour cette question. Donc pour ne pas trop prendre de votre temps, je donne la parole à Madame Geneviève. Je vais passer la parole à François. Merci Geneviève, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici à Amnesty avec mes amis. Ce soir-là, il n'y a pas d'excellence. Moi, je suis un militant d'Amnesty quand je suis ici. Et je le resterai toujours. Juste pour vous parler rapidement, avant qu'on fasse un tour de table, je pense que ceux qui peuvent parler, c'est ceux qui se battent au quotidien contre les disparitions forcées. Mais pour vous dire que cette lutte que vous menez contre les disparitions forcées, c'est un combat pour la diplomatie française depuis maintenant plusieurs décennies. C'est un combat de longue haleine, donc les disparitions forcées, malheureusement, ça n'a pas commencé ces dernières années. C'est un phénomène qui a
connu différentes formes à travers les différentes époques, ne serait-ce qu'au XXe siècle. On commence à parler de disparition forcée pendant la Seconde Guerre mondiale. Se passe à cette époque, c'est une première forme, et parfois massive, de disparition forcée. Les Naartoe-Nabok, ce sont des disparitions forcées. Et évidemment, c'est un héritage très lourd. Après la guerre, les conventions de Genève essayent d'encadrer, de limiter ces pratiques, mais on sait bien que ça ne concerne que le droit de la guerre et que ça ne prend pas en compte l'ensemble du phénomène qui devient endémique pendant les années 70, notamment en Amérique latine, avec les différentes dictatures qui se succèdent et qui utilisent les disparitions forcées de façon systématique pour se débarrasser de leurs opposants en Argentine, bien sûr, au Chili, et dans d'autres dictatures latino-américaines. C'est à cette époque-là que la France a commencé à se mobiliser aux Nations Unies, là je parle d'une action diplomatique, pour trouver un cadre international qui permette de lutter contre cette pratique, parce que la France avait à cette époque accueilli beaucoup de réfugiés. Je pense qu'on l'oublie parfois quand on vit des périodes comme celle que nous connaissons actuellement. La France a été, reste encore, j'espère, et restera une terre d'accueil, mais elle l'a été plus dans ces années-là. On ferait bien de s'en souvenir quand on voit ce qui se passe en Turquie, en Syrie aujourd'hui. C'est dans ce climat que la France a engagé une première offensive diplomatique aux Nations Unies, une première réunion en 1980, à la fin des années 70, ça commence le mouvement du groupe de travail sur les disparitions forcées, et puis un processus qui a été long, parce que c'est comme ça, quand on négocie avec l'ensemble des pays membres des Nations Unies, c'est toujours un long processus, mais qui a connu des étapes, un passage par l'Assemblée Générale des Nations Unies avec la signature en 1992 de la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, était une étape importante. La mobilisation s'est accentuée, ça a fait boule de neige, et ça c'est vraiment notre travail au quotidien, d'essayer d'aller trouver des alliés, des pays qui vont rejoindre le mouvement. Une étape importante, c'est évidemment le statut de Rome en 1998 et la qualification de crime contre l'humanité de la pratique des disparitions forcées. Et puis la longue négociation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est le texte aujourd'hui qui nous permet de lutter contre cette pratique de façon universelle. Parce que c'est bien ça l'objet, empêcher les disparitions forcées où qu'elles se produisent. Cette convention n'y parviendra pas à elle seule, mais c'est un outil important. Elle a été négociée au début des années 2000, elle a été adoptée fin décembre 2006 et signée à Paris en février 2007. Je le signale parce que c'est suffisamment rare pour qu'on le dise, qu'une convention internationale des Nations Unies soit signée ailleurs qu'à Genève, à New York. Mais c'était un geste pour reconnaître le fait que la France avait joué ce rôle de moteur dans la négociation, avec d'autres, jamais toute seule. On ne ferait évidemment rien tout seul. Et donc on a célébré cette année le 10e anniversaire de la Convention. C'est une étape importante parce qu'elle donne un cadre, elle donne une qualification à tout ce qui se fait en matière de disparition forcée. Encore faut-il qu'elle soit signée, ratifiée par un nombre suffisant d'États pour être efficace. De ce point de vue-là, j'allais dire, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. On a près d'une centaine d'États qui ont signé, plus de 50 qui ont ratifié, mais c'est encore, à l'échelle des Nations Unies, insuffisant. Et c'est pour ça que la France aujourd'hui se mobilise pour obtenir un objectif très ambitieux, celui de la ratification universelle de cette convention. Nous faisons des démarches auprès de tous les États qui n'ont pas encore signé, qui n'ont pas encore ratifié, en leur demandant de se joindre au mouvement et en essayant de les convaincre qu'ils se mettent au banc des autres nations en ne rejoignant pas ce mouvement. C'est un effort constant. On le mène en parallèle avec l'Argentine, qui évidemment, parce qu'elle a été touchée et profondément meurtrie par les disparitions forcées, est un autre pays qui s'est engagé pour des raisons historiques dans ce processus. Et donc cette année, il y a des démarches communes, françaises et argentines, pour inciter d'autres pays à rejoindre le mouvement.
L'Assemblée générale des Nations Unies, qui va s'ouvrir dans quelques jours à New York, sera une occasion de poursuivre cette offensive. Il y aura des événements autour de cette démarche que nous appelons de nos voeux avec nos collègues argentins et avec d'autres, évidemment. L'Union européenne est très active. Il y a des groupes régionaux qui le sont. L'important, c'est qu'on ait un mouvement universel. Qu'on ne soit pas perçu comme l'un des membres du permanent du Conseil de sécurité qui agissent seul, comme ça a été trop souvent le cas, mais qu'on emmène le plus possible de partenaires dans cette offensive. Pour autant, sur le terrain, et vous l'avez dit, ça ne change pas toujours les choses. Ce qu'on voit depuis quelques années, c'est un développement massif de la pratique des disparitions forcées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On évalue, et on n'est pas capable de donner des chiffres très précis, mais à 200 000 le nombre de personnes disparues en Corée du Nord, par exemple. On sait qu'en Syrie, on a mentionné les autres pays de la région, mais je crois qu'aujourd'hui en Syrie, c'est aussi une pratique massive qui n'est pas seulement le fait des forces étatiques, qui est le fait de tous les groupes belligérants. Et donc ça, c'est une nouvelle dimension qu'il faut prendre en compte, ces groupes non étatiques qui recourent aux disparitions forcées. Des exemples concrets, il y en aura beaucoup. Moi, je pense aujourd'hui, j'ai parlé de l'Argentine, et c'est important parce qu'on fait ce travail ensemble. Ça n'empêche pas que on a fait part de notre inquiétude aux autorités argentines sur la disparition de Santiago Maldonado. Il y a un mois exactement aujourd'hui, alors comme il y a une manifestation, un rassemblement aujourd'hui sur la place de Mai, je crois qu'il faut garder à l'esprit le sort de ce militant de la cause Mapuche, dont on ne sait pas aujourd'hui où il se trouve, si ce n'est qu'il a été vu près de gendarmes lors d'un rassemblement et que depuis on n'a aucune nouvelle. Alors évidemment, ça évoque les pires souvenirs. Mais c'est quelque chose dont on doit parler, de même qu'on doit parler de la situation de Liu Xia, la femme de Liu Xiaobo, qui se trouve quelque part en Chine, sans qu'on sache où, dont le gouvernement chinois évidemment refuse de reconnaître qu'elle est privée de sa liberté, mais dont les déclarations et les confirmations qu'a données son avocat montrent bien qu'il y a tout lieu de craindre qu'elle fasse l'objet d'une pratique qui s'apparente à une disparition forcée. Donc aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce combat-là que nous devons mener. On ne peut pas le mener au niveau diplomatique seul, de la mobilisation de la société civile, des mouvements militants qui recensent les disparitions, qui mettent la pression sur les gouvernements, est essentiel pour que cet effort dont je parlais puisse se poursuivre. Il y a évidemment, mais ça je laisserai à Emmanuel Decaux en parler, tout ce que fait le Comité des Nations Unies contre les disparitions forcées. C'est un organe essentiel. C'est ce qui fait de ce combat quelque chose qui est plus grand encore que la cause déjà essentielle. C'est qu'on est dans un domaine où on a fait œuvre pionnière et où on a mis en place des instruments qui peuvent nous permettre d'avancer ensemble. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que ce combat, c'est le vôtre, c'est le nôtre aussi, et qu'on continuera à le mener ensemble aussi longtemps qu'il le faudra, et je crains, on le sait tous, que ça soit une œuvre de très longue haleine. Donc merci à vous pour votre engagement, et puis à bientôt dans les différents combats que nous aurons à mener ensemble. Peut-être que je passe la parole à Emmanuel Decaux, donc, qui est le véritable expert en la matière, et qui peut nous dire comment, de l'intérieur, peut-être on travaille sur ces sujets au niveau des Nations Unies. Merci. Bonjour à tous. Pour le comité des disparitions forcées, la journée du 30 août est très importante. Et nous avons publié, avec le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, un communiqué qui est chaque année quelque chose qui relie les deux organes et montre bien qu'il y a une synergie et une complémentarité entre le groupe de travail historique, qui a plus de 30 ans, et puis le comité qui, lui, a seulement 6 ans. Mais au-delà, cette année, il y a toute une campagne qui est lancée par le Haut-Commissariat et le secrétariat du comité, avec des clips, des petites informations. Et donc, je crois que cette année, on a fait plus que les autres années. Évidemment, quand on parle à des victimes, des militants, c'est toujours dur d'avoir un point de vue un peu institutionnel qui est trop juridique, trop technique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
cette préoccupation, ce n'est pas une préoccupation une fois par an, le 30 août, c'est un travail de longue haleine qui est mené toute l'année. Le comité lui-même va avoir sa 13e session lundi prochain, pendant 15 jours, ce qui est une occasion de faire un bilan. Il y a des sessions tous les 6 mois, mais encore une fois, entre les sessions, il y a un travail qui est fait par les rapporteurs, par les secrétariats, sur les appels urgents, sur les situations pays. Peut-être sans être trop compliqué, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est actuellement à un tournant. Il y a des anniversaires qui ont été signalés par François Croquette. Je n'insiste pas, même si c'est important d'un point de vue juridique, sur la clause de révision qui était dans le traité, qui a été très bien gérée, si j'ose dire, par la France et l'Argentine, parce que ce n'était pas évident. On était un petit peu en période de rodage ou de stage d'essai avec un siège éjectable. Et donc c'était assez désagréable, avec tout le débat sur la multiplicité des organes conventionnels, des traités. Certains États auraient voulu peut-être se débarrasser de nous pour éviter nos critiques. C'est une phase qui a été franchie et le comité a été confirmé et renforcé, ce qui montre d'une certaine manière que nous avons fait nos preuves tout en ne faisant aucune concession sur des points assez substantiels comme la justice militaire. On a clarifié les ambiguïtés constructives de la Convention qui avait fait l'impasse pour ne pas vexer certains pays. Nous avons dit clairement que la justice militaire ne pouvait pas se prononcer sur des violations des droits de l'homme comme le crime de disparition forcée. De même, nous avons été en pointe pour constater qu'une disparition forcée de courte durée, entre guillemets, c'est une violation de la Convention, ce qui va plus loin que la jurisprudence du Comité des droits de l'homme. Et c'est la première affaire, un recours individuel que nous avons eu de la part de l'Argentine, qui a été condamné dans cette affaire Irusta contre l'Argentine, avec un suivi d'ailleurs qui nous laisse des préoccupations, parce que, disons, le gouvernement argentin traîne un peu les pieds pour tirer toutes les conséquences de cette constatation de violation. Comme les comités maintenant, nous avons fait des recommandations à la fois individuelles et générales pour remédier à cette situation. Le comité a fait ses preuves et a montré que la Convention était un outil utile. Et nous avons pour le moment 57 ratifications, ce qui au rythme des États est quelque chose qui est relativement correct, même si on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de ratifications. Et finalement, pour résumer le sentiment qu'on peut avoir quand on est un expert dans un comité comme le comité des disparitions forcées, je crois qu'on n'a pas un sentiment d'impuissance, mais on a un sentiment d'impatience. On voudrait que les choses aillent plus vite, que le système soit plus réactif, et il y a des lourdeurs et des pesanteurs, le rythme des États, le rythme des Nations Unies aussi, où il y a une part de bureaucratie, et nous, on est là pour essayer de pousser les choses. Alors, je disais qu'il y a un tournant parce que, à l'occasion du 10e anniversaire de l'adoption de la Convention, il y a eu à New York une journée importante organisée par les Nations Unies, et dans son message, le haut-commissaire aux droits de l'homme, et il était soutenu par le secrétaire général de l'époque, a fait un appel pour le doublement des ratifications de la Convention en 5 ans. Donc passer de 57 à 114 en 5 ans d'ici 2022, je crois. Ce qui n'est pas évident, parce que on peut considérer qu'il y a peut-être un plafond de verre avec le nombre des signatures, et qu'il y a beaucoup d'États qui ne ratifient pas la Convention, soit parce qu'ils n'ont pas de problème, en considérant que ça concerne les autres, que ça ne leur apporte rien ou que c'est compliqué, soit parce qu'ils voient que ça serait gênant et qu'ils seraient mis en cause et qu'ils préfèrent être prudents. Donc convaincre tous les États que c'est une preuve de solidarité et aussi c'est un instrument de prévention. Quand les choses vont bien, il faut en profiter pour renforcer les garanties juridiques parce que les choses peuvent tourner assez rapidement et le phénomène peut très vite prospérer ou déraper, je ne sais pas quel est le mot, mais il suffit de voir ce qui se passe en Égypte par exemple, où les disparitions forcées sont devenues une pratique nouvelle. Il faut vraiment qu'on ait cette stratégie de ratification pour avoir
ce réseau le plus large d'États. Évidemment, ratifier n'est pas un but en soi, il faut ensuite appliquer la Convention. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, faire deux appels. D'abord un appel aux États parties. Il faut qu'ils respectent les règles du jeu de la Convention. Donc il y a trop d'États qui sont en retard pour remettre leur rapport, qui ratifient et puis après qui traînent les pieds ou qui oublient, parce que ce système de rendre des comptes, d'être examiné en public avec la contribution des ONG, c'est quelque chose de très important. C'est pas fastidieux, les États considèrent que c'est une corvée, mais c'est une bonne méthode pour mettre les choses à plat et voir si le droit est un cadre approprié, s'il y a des réformes à faire. Donc c'est une occasion, et il faut que les États ne négligent pas cette obligation. Il faut aussi qu'ils acceptent la procédure de communication individuelle, l'article 31. Trop peu d'États l'acceptent, je crois qu'il y en a une vingtaine, une trentaine, mais disons la moitié. Lundi, on examinera la situation du Gabon, qui a présenté son rapport. Sur l'article 31, ils disent c'est examiné par nos services techniques. Qu'est-ce que c'est que les services techniques? Parce que ratifier une convention ou accepter une déclaration facultative permettant des recours individuels, ça ne demande pas une grande étude technique, c'est un choix politique qui doit être fait. Et puis, il y a le suivi. Lorsque le comité fait des recommandations, très souvent, les États ont tendance à les oublier et à attendre que les choses passent. Et la différence peut-être entre le comité ou d'autres organes qui sont plus fragiles, c'est qu'il y a une mémoire du comité, il y a une continuité institutionnelle, et donc les choses restent et s'accumulent, ce qui fait qu'il y a des autruches, nous sommes proactifs et nous voudrons être de plus en plus proactifs. Ce qui fait que, pour prendre un autre exemple, nous avons demandé depuis plusieurs années une visite au Mexique, en considérant qu'il y a des préoccupations très graves avec un risque de violation massive de la Convention. Le Mexique traîne les pieds en préférant d'autres visites que la nôtre. C'est évidemment une réponse qui n'est pas acceptable en soi. Et même avec un dialogue constructif avec un État, pour les appels urgents, et là aussi pour le Mexique on a 300 ou 400 appels urgents, pour l'Irak on en a une centaine, les choses s'accumulent, les États sont peu réactifs. Alors parfois c'est compliqué parce que un État fédéral ou un État insulaire a du mal à atteindre les autorités locales. On passe d'abord par un canal diplomatique en s'adressant à l'ambassade à Genève, qui doit s'adresser à la capitale, qui doit ensuite trouver le bon ministère. Est-ce que c'est le ministère de la Sécurité, de l'Intérieur, de l'intelligence militaire? On ne sait pas trop. Donc nous recommandons aux États qui ont des dossiers assez lourds d'avoir un point de contact pour faciliter ces échanges. Mais c'est vrai que cette procédure, finalement, sur laquelle on attendait beaucoup, elle est plus difficile qu'on pensait à mettre en œuvre. Mais là aussi, du côté du comité, on est très réactif, parce que tous les 2 mois, on relance, on essaye d'avoir des rendez-vous, les rapporteurs ont des rendez-vous avec les missions diplomatiques à Genève. On peut demander des mesures de protection pour les familles, les victimes, les témoins. Donc ce n'est pas des dossiers qui dorment, qui sont classés, c'est des dossiers qui sont toujours sous notre vigilance. Je finirai aussi par dire qu'il faut faire un appel aux ONG, parce que toutes ces procédures ne peuvent exister, fonctionner, que si on a des informations de la part des ONG. L'article 33 qui demande des visites sur le terrain lorsque la situation atteint un niveau de gravité inquiétant, elle est alimentée par les informations des ONG. C'est pas en lisant le journal le matin que les membres du comité peuvent dire tiens, il se passe quelque chose ici ou là. On respecte des règles très strictes de confidentialité pour protéger les témoins. Mais donc on avertit l'État que nous sommes préoccupés, mais en étant très prudents sur les noms, tout en étant obligé de donner des précisions suffisantes pour que l'État puisse faire une enquête. Mais l'État sait qu'on le surveille et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on est très vigilant. Donc je crois que sur tous ces terrains, les ONG peuvent faire beaucoup. Et ce qui est toujours un peu, disons, inquiétant, c'est lorsqu'on a un examen d'un pays
avec une discussion, un dialogue constructif, comme on dit aux Nations Unies, où la délégation vient et puis il n'y a pas d'ONG. On nous dit on a consulté l'institution nationale, mais on ne sait pas très bien ce que c'est que cette institution nationale qui n'est pas forcément accréditée à. Et puis, il n'y a aucune information d'ONG, donc on regarde le rapport d'Amnesty, le rapport de la FIDH, on essaye de trouver des informations. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Mais là encore, lundi, on aura le Gabon, il n'y a pas d'ONG gabonaise, pas de branche gabonaise de la CAT ou de la FIDH pour nous informer, alors que vous le savez, il y a un an, on parlait beaucoup de disparitions à la suite des violences post-électorales, et que l'Union européenne a rappelé qu'il y avait eu des tués, des blessés et des disparus. On n'a pas d'éléments concrets venant des ONG pour aller plus loin. Et puis à une autre échelle, je crois que les ONG ont un rôle décisif à jouer, c'est en prenant le leadership dans cette campagne de stratégie, de ratification qui ne peut pas être seulement celle des États, de la coalition des amis, de la Convention, ou du Haut Commissariat, ou du comité, ou des experts, des rapporteurs. C'est aux ONG aussi de faire ce travail de terrain pour convaincre les États et d'avoir cette solidarité entre elles qu'on trouve aujourd'hui ici, ce qui est très encourageant pour nous. Je crois que l'ICAED, qui a été une idée formidable lancée il y a 10 ans, devrait être encore plus présente et encore plus active, et les fédérations régionales comme la FEMED, qui elles sont très actives, devraient peut-être voir avec Amnesty comment avoir ce rôle de leader, cette primauté dans la campagne de stratégie. Et aujourd'hui, encore une fois, cette réunion montre combien c'est utile. Et en tout cas, pour nous, on est encore plus encouragés d'aller plus loin dans cette direction, dans ce combat qu'on mène tous ensemble. En tout cas, merci de votre présence. Bonsoir. D'abord, bienvenue à Amnesty International, dont, vous le savez, les disparitions forcées sont un combat de longue date. Et vous avez rappelé chacun l'Argentine, le Chili et cette, je dirais, malheureuse ancienneté des disparitions forcées et pour lesquelles nous avons été mobilisés dès le départ. Comme Emmanuel, moi je suis ravie de vous voir ici ce soir, parce qu'à travers vous, effectivement, et au-delà des personnes qui vont venir témoigner, il y a des personnes qui viennent d'autres régions, d'autres pays. De voir ici mobiliser pour les disparitions forcées, c'est très important, même si ça nous montre malheureusement que la question des disparitions forcées est une question qui est générale, elle touche toutes les régions du monde, et il y a des conflits anciens. On pourrait parler d'ailleurs du Sri Lanka, de la Bosnie, où il y a eu des milliers de disparus et on n'arrive toujours pas à faire bouger les dossiers. Il y a des conflits plus récents, et François parlait de la Syrie. Syrie, c'est 75 000 disparus. C'est le chiffre à minima qu'on estime aujourd'hui. C'est pour dire l'intensité, la systématisation des disparitions forcées. Certains par les groupes, beaucoup quand même par le gouvernement. Et de fait, au jour d'aujourd'hui, on le voit bien, la question des disparitions forcées ne concerne pas que les conflits armés, mais elle concerne aussi des situations préélectorales ou post-électorales. Tu parlais du Gabon. On peut parler également aujourd'hui par exemple, pour citer un autre pays d'Afrique, le Burundi. On peut parler d'autres situations qui sont liées avec justement la persécution d'opposants. On sait que par exemple les journalistes à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine et sur d'autres régions, eh bien aujourd'hui sont victimes de disparitions forcées fréquentes. Il y a le cas du Mexique, mais ils vont pouvoir témoigner, et je pense que c'est extrêmement important aussi, parce que là, il faut voir que depuis 2006, on estime qu'il y a, d'après les chiffres officiels, à la fin de l'année dernière, on avait atteint le chiffre, on avait dépassé les 30 000 disparus dans ce pays, ce qui est énorme. Mais les disparitions forcées, et là aussi tu l'as rappelé, ce n'est pas que de faire disparaître ceux qui gênent, de faire peur, mais c'est aussi utilisé de façon bien plus sournoise, c'est-à-dire ce sont les disparitions forcées de courte durée. Ces disparitions, on va emmener quelqu'un, et on l'avait vu, c'était très utilisé notamment dans la Tunisie de Ben Ali. On arrêtait les personnes, et entre le moment de l'arrestation et le moment où la personne allait être emmenée à un commissariat, il pouvait passer 6 heures, 24 heures,
une semaine. Et pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? On avait les risques de torture, de maltraitance, pour obtenir des aveux, pour justement les extraire à la surveillance par rapport notamment à l'utilisation de la torture. Et cette pratique perdure encore dans de très très nombreux pays. Je ne vais pas faire la liste ici et vous aurez l'occasion après les témoignages de vous exprimer. Par contre, ce sur quoi je voudrais revenir, nous avons vu justement au niveau international le comité, mais c'est vous les familles. On oublie souvent que c'est un crime. C'est un crime qui touche à l'essence même. Et si ce crime existe, c'est pas uniquement parce qu'il fait disparaître ce qui pourrait être gênant, c'est parce que aussi dans cette façon de ce crime même, de soustraire une personne, de la faire disparaître, on ne sait pas si elle est morte, si elle est toujours là. Les familles la recherchent désespérément. Et non seulement la recherche, et on voit ce combat que vous menez, vous êtes très nombreux à mener, de savoir où sont passés ceux qui manquent, ceux qui ne sont plus sur les photos, ceux on ne sait pas où ils sont. Mais ne pas savoir, c'est aussi ne pas pouvoir faire son deuil. C'est aussi être condamné à vivre sans pouvoir reconstruire, parce que dans de très nombreux pays, eh bien, du fait qu'on n'a pas on ne sait pas ce que la personne est devenue, qu'on n'a pas de certificat de décès, eh bien, on ne peut pas reconstruire, au-delà du deuil même, on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas, pour les femmes, très souvent, quand leur mari a disparu, elles se retrouvent sans subside, elles ne peuvent même pas parfois réclamer la maison qui leur appartient, elles sont totalement démunies. Et ce drame qui touche des milliers de personnes, bien, aujourd'hui, finalement, il est presque silencieux. Et avant de passer la parole aux témoins, moi, je voudrais, parce que ce sont des femmes qui m'ont profondément touchée. J'ai le souvenir, quand j'étais en Jordanie, j'ai rencontré des réfugiés, d'une femme qui vivait avec ses 7 enfants dans un endroit qui était absolument impossible. Mais c'était vraiment sordide, d'humidité, elle n'avait pas de quoi manger, elle n'avait pas de quoi acheter de chauffage. Ça faisait 2 ans que son mari était disparu, elle n'avait plus personne pour l'aider. Elle était seule, elle ne savait plus quoi faire avec ses enfants parce qu'elle ne savait pas si son mari allait revenir. Elle ne pouvait rien réclamer et elle était là et elle attendait et elle disait « ils auraient mieux fait de m'emmener avec lui ». Et ce stade, c'était désespérant. Et les autres femmes auxquelles je pense, ce sont les femmes que j'ai rencontrées à Guadalajara au Mexique, ces mères de disparus, de jeunes gens, qui se réunissent, la peur au ventre, qui sont malades, parce que c'est ça aussi, les disparitions, c'est les familles des victimes qui non seulement ont des problèmes économiques, psychiques, etc., mais qui ont des problèmes de santé, qui ont peur, qui sont menacées, qui se cachent, qui parfois ne peuvent même pas aller manifester parce qu'on va venir, elles aussi, les enlever parce qu'elles n'ont même pas je veux dire, aller porter plainte, ce serait vain et en plus, ça les mettrait en danger. Et quand je pense à ces femmes, je me dis que le combat, c'est chacun d'entre nous pour nos disparus, mais ça doit être pour tous les disparus. Et là, je te rejoins, Emmanuel, il faut effectivement, et on est là ensemble, il faut qu'on se mobilise, parce que ce crime doit être mieux connu, doit être mieux combattu, et on doit nous entendre. Merci beaucoup. Merci Geneviève, merci d'être à nos côtés toujours. Merci à vous tous. Moi je vais vous présenter beaucoup la FEMED, la Fédération Euro-Méditerranéenne contre les disparitions forcées. Donc c'est une fédération qui regroupe 26 pays du pourtour méditerranéen, de 12 pays différents. On a des pays, tu as parlé de la Bosnie, on a des associations membres de la Bosnie, du Kosovo, de la Serbie, de l'Espagne. L'Espagne, il y a eu 130 000 disparus, et ça c'était sur la carte officielle du ministère de l'Intérieur espagnol. Avant Franco, pendant Franco, après Franco, la carte est pleine, il n'y a plus un endroit où on peut mettre encore un point. Je ne sais pas si elle est toujours sur le ministère, sur leur site, mais c'est impressionnant de voir cette carte. Le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, des associations du Maroc, du Maghreb, de Syrie, de Libye, du Liban, la Turquie. Et d'ailleurs, la première fois de ma vie où j'ai été amenée à rencontrer d'autres familles de disparus qu'en Algérie, parce que moi je suis algérienne, donc je suis aussi fondatrice de l'association Le Collectif des familles de disparus en Algérie. Je suis un des membres fondateurs.
Et je suis mère de disparu. Mon fils a été arrêté en 1997. Ça fait cette année 20 ans, exactement. Il a été arrêté en janvier, donc on a dépassé les 20 ans même. Et voilà, d'abord on compte les jours, après on compte les semaines, on compte les mois, et puis on compte les années, et puis un jour on essaye d'arrêter de compter, et puis on se rend compte tout d'un coup que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on attend, ça fait 20 ans qu'on se dit qu'il va pousser cette porte et qu'il va rentrer, et qu'il va dire où est-ce qu'il était, et voilà. Donc j'ai été, première fois de ma vie, rencontrer des familles de disparus, c'était en Turquie. Amnesty International m'avait invité à des événements qu'ils organisaient sur place, sur les disparus en Turquie. Et je n'oublierai jamais ces femmes qui venaient vers moi. Il y avait moi et une personne d'Argentine, 2 personnes d'Argentine. Et ces femmes de Turquie qui venaient vers moi et qui ne comprenaient pas un mot français. Moi, je ne comprenais pas un mot turc, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Et qui venaient vers moi et qui me tiraient par la manche et pour me montrer des photos de leurs enfants. Et voilà. Et j'ai compris ce qu'elles me disaient, j'ai compris rien qu'avec des gestes. Voilà. C'est ça, je n'ai pas oublié cette image de ces mères qui viennent me tirer par la manche et me dire regarde mon fils. Voilà, et c'était marqué. Je pense que ça devait être marqué disparu parce qu'il y avait une date et les personnes d'Amnesty étaient occupées et n'avaient pas le temps de faire la traduction. Donc, mais on s'était comprises. Pour revenir à la FEMED, elle a succédé à une coalition qui a été créée en 2000. Cette coalition, pourquoi elle a été créée? C'était justement pour s'unir. Parce que pendant une semaine, on s'est réunis, l'AFIDH et le collectif disparu en Algérie, l'association des parents et amis du Maroc, l'association libanaise qui s'appelle Solida, qui est maintenant établie au Liban. On s'est réunis, on a constaté que la France allait prendre la présidence de l'Union européenne dans le prochain trimestre. Donc on s'est dit, on faut faire quelque chose pour interpeller les autorités françaises. Et on a organisé ce qu'on a appelé la première rencontre euro-méditerranéenne contre disparition forcée. Et on a fait venir des familles de disparus de 7 pays différents. Et on s'est réunis pendant toute une semaine. Et puis après, on a été pendant une semaine, 2 jours de réunion. Et puis on a été à Genève, rencontrer des instances onusiennes. Et puis on a été à Bruxelles, au Parlement européen, rencontrer des députés pour chaque pays qui était là. Et à l'issue de on a fait une manifestation sur les marches du Panthéon. Voilà, c'était assez grandiose. Et à l'issue de cette conférence, on a constaté que tous les témoignages qu'on a entendus, c'était la même chose. On a constaté que c'était exactement pareil, les mêmes procédés, les mêmes paroles. Oui, ton fils, on l'a jeté par l'avion, c'est ce que j'ai entendu en Algérie pendant tout le temps que j'ai cherché mon fils pendant des années. Oui, c'est même pas la peine, ils reviendront pas. Voilà, il faut tourner la page. C'est partout, tous les mêmes pays ont raconté la même chose. Et donc, à l'issue de cette semaine de rencontres, on a décidé de créer une coalition pour s'unir, pour combattre ensemble contre cette disparition forcée, contre cette arme de guerre qui est un crime odieux, parce que ce n'est pas seulement, Genève en a déjà parlé un peu, ce n'est pas seulement la personne disparue qui est victime, il y a toute la famille qui est derrière. Et les enfants du disparu qui grandissent. Et dans certains pays où il y a des groupes armés, comme c'était le cas en Algérie, on les appelle les enfants des terroristes. Parce que pour les gens, s'ils ont été arrêtés, c'est qu'ils ont fait quelque chose. C'était quelque chose de normal. Moi, ce que j'entendais, c'était horrible. Il a été arrêté, mais il a été arrêté parce qu'il a fait quelque chose, mais il a le droit d'être jugé. Il y a des tribunaux quand même en Algérie, il y a des partout. Donc il faut qu'il passe par un tribunal. C'est le tribunal qui décide si oui ou non il doit être incriminé, puni, détenu, mais c'est pas, on fait pas vengeance. Vous devenez des criminels aussi. Vous êtes autant criminels que s'ils ont été terroristes et qu'ils ont été criminels, aussi vous êtes des criminels puisque vous tuez, vous vous vengez. C'est ce qu'on entend partout dans le monde. On entend les mêmes paroles. On n'a pas pris, on n'a pas vu. On n'a pas pris, on n'a pas vu. Non, on n'est pas venu, jamais. Nous, on fait pas ça. Non, on n'enlève pas, on fait pas disparaître. Et donc, on a décidé de se créer en association, de s'unir, de se créer en coalition, de s'unir afin de combattre tous ensemble ce crime odieux de disparition forcée. Plus jamais ça, comme on dit, les familles d'Argentine, déjà il y a plus de 30 ans. Malheureusement, il y a toujours ça, et ça s'amplifie encore. Mais bon, il faut s'unir encore plus, et il faut donner plus de force à cette union. Il faut une union qui soit beaucoup plus forte pour arrêter ce crime odieux. Parce que tu as parlé tout à l'heure de disparition de forcée de courte durée, mais c'est pas seulement ça. Nous, en Algérie, par exemple, il y a eu, après la création de l'association, ça continue jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire disparaître des gens. Mais il y a eu énormément de disparitions de courte durée.
Donc la famille vient nous voir, on les emmène chez nos avocats, on fait des procédures avec elles chez le procureur, on les suit dans leur démarche, on les soutient et tout ça, on les épaule. Et puis au bout de 5 mois, 6 mois, le disparu, celui qui était détenu au secret pendant ces quelques mois, il réapparaît. Et puis la famille ne veut plus nous parler. Elle nous tourne le dos parce qu'elle a peur. Et ça se comprend. On leur en veut pas. On essaye. Il n'y a pas plus longtemps, là en 2015, 2015, un disparu en septembre 2015, il a réapparu en août 2016. Les frères et sœurs, dès qu'ils sortaient du travail, ils venaient au bureau en courant parce qu'ils savent qu'on ferme le bureau à 5 heures et à Alger. Et bon, il a réapparu en août 2016. S'il vous plaît, dites-moi seulement où il était pendant toute cette année. Je veux juste savoir où il était, comment il a disparu, comment il a été arrêté, où est-ce qu'il était. Rien. La sœur et le frère, oui, on va passer, on ne peut pas parler au téléphone, on va vous dire. Mais bon, on a décidé de ne plus les embêter, c'est normal, ils ont peur et il faut les laisser tranquilles. Peut-être qu'un jour, ils nous le diront ou on verra bien. Mais voilà. Donc c'est pour ça que la disparition, plus jamais ça. Et pas comme en Algérie, au bout de Bouteflika, notre président est arrivé au gouvernement en 1999, et tout de suite après, il nous a dit non, il faut tourner la page, les disparus sont morts. Lui-même a parlé du chiffre de 10 000 personnes disparues, et maintenant, il faut les faire mettre ce qui est mort, le passé est mort, les disparus sont morts, tout le monde est mort, et il nous a insultés, il nous a dit il faut tourner la page, qu'il nous faisait honte dans le monde comme des pleureuses avec nos photos, et que c'est terminé, il faut passer à autre chose. Eh ben non, on ne passe pas à autre chose. Moi, je veux savoir. Et je veux que les autres mamans sachent. Et je veux que toutes les familles disparues sachent ce qui est arrivé à leurs proches. Non, ce ne sont pas des... Même les bêtes, excusez-moi, ce ne sont pas des bêtes, même les bêtes, on les enterre dignement. Je suis désolée, mais je ne veux pas. Je veux, même si mon fils est mort, je veux savoir pourquoi il est mort, quand est-ce qu'il est mort, et pourquoi je n'ai pas eu le droit de savoir qu'il était mort, et où est-ce qu'il est. Je veux rendre ses œufs, je veux une tombe, je veux aller pleurer sur sa tombe s'il est mort. Et il n'a pas à me dire non, il faut tourner la page, je ne tourne pas la page. Je me suis intéressée au Maroc parce que je voulais aller voir ces disparus du Maroc qui sont revenus. Je ne sais pas, peut-être Rachid pourra en parler un petit peu. Il y a eu des disparus au Maroc qui étaient disparus pendant 20 ans et qui ont réapparu au bout de 20 ans, qui étaient au ban de Tazmama, dans d'endroits secrets, et que j'ai été voir pour comprendre, qui m'expliquent. Est-ce qu'ils s'attendaient à comment ils ont fait pour résister pendant toutes ces années, comment est-ce qu'ils s'attendaient à ce que leurs parents les cherchaient, est-ce que je suis allée les voir parce que j'espérais revoir mon fils, et je dis bon, 20 ans, si, peut-être que mon fils reviendra bien avant, hein, j'en étais sûre, mais bon. Voilà, merci beaucoup. Juste pour reprendre sur ce qu'a dit Nassera, c'est-à-dire les disparus de 2e mars, je pense que le problème qui se pose pour les familles disparues, pour les disparus en général, est le même. Partout, aussi bien en Afrique, en Asie, en Amérique latine, un peu partout, c'est la même chose. Ce sont les mêmes procédés qui ont été utilisés et qui continuent d'être utilisés. Les tortionnaires, c'est les mêmes pratiques. Les lieux de détention, ce sont presque les mêmes, etc. Donc au Maroc, c'est l'un des seuls pays où nous avons eu des survivants disparus. Après 18 années de disparition, le roi du Maroc, qui était acculé grâce justement à la mobilisation de l'opinion publique internationale et grâce aussi, bien sûr, aux circonstances internationales et la lutte du peuple marocain et des organisations marocaines. Donc il a été amené à libérer presque 400 disparus, dont ceux du 19 mars, qui ont passé 18 années dans un lieu secret au sud du Maroc. La plupart de ces personnes, leurs familles, ont fait le deuil. Quand ils sont sortis, nombre d'entre eux ont trouvé leurs femmes qui se sont mariées, ont trouvé leurs enfants qui sont partis, donc ils ne les ont pas reconnus quand ils ont été libérés. Donc ça a été vraiment un drame. C'est vrai que ceux qui sont restés, parce qu'ils étaient au départ, celui du 19 mars, une soixantaine, il n'y a qu'une trentaine qui sont sortis vivants, avec des séquelles, n'en parlons pas. Ce sont des personnes qui sont restées dans l'ombre, dans des cellules fermées, pendant ces 18 années. Donc pas d'hygiène, avec les mêmes vêtements. Ces personnes ont été condamnées normalement dans des procès à Rabat. Des personnes ont été condamnées à 2 ans de prison, d'autres à 5, d'autres à 20. Ils ont été enlevés de leur prison et emmenés dans ce centre de détention secrète. Donc ceux qui ont été condamnés à 2 ans ont passé quand même 18 ans de détention secrète. Il y a aussi parmi ces personnes 3 Français, pour dire aussi la responsabilité des autorités françaises. 3 Français qui ont été, c'est des Français donc résidés au Maroc,
liés à la famille royale qui ont été enlevés en 1973. Ils ont passé un certain nombre d'années dans des différents centres de détention secrète pour être enfin, en 1973, emmenés à Tazmemès. Et ces personnes, donc malgré aussi bien nous, parce qu'on a fait beaucoup de démarches, moi-même je me suis déplacé plusieurs fois aussi bien à l'Élysée qu'au ministère des Affaires étrangères pour essayer de poser leurs problèmes. On n'a rien fait jusqu'au jour où ils ont été libérés. Pour dire aussi, malheureusement, les complicités qu'il y a entre les différentes polices et les différents États. Et donc, quand ces personnes ont été libérées, ils ont révélé à l'opinion publique internationale, en tant que Français, voilà ce que nous avons vécu. Et là, le même cas, justement, c'est que j'étais en train de voir un reportage sur l'Égypte, qui était, malheureusement, on n'aura pas le temps de le diffuser ce soir, mais on le diffusera demain à la place de la République. En Égypte, il y a un certain nombre de Français actuellement qui ont été enlevés et disparus en Égypte. Le problème de la disparition est un peu le même partout, donc aussi bien au Maroc, en Algérie que Caïro. Merci.